Euh, alors, aux origines des droits et libertés en Tunisie, c'est un thème que j'ai choisi parce que, il est vrai, depuis quelques années, je commence à m'intéresser un petit peu à l'histoire constitutionnelle tunisienne et j'ai trouvé dans cette histoire des éléments de similitude qui sont frappants et qui nous ramènent à une réalité que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Euh, Rares sont les thématiques constitutionnelles qui n'intègrent pas la question des droits et libertés. En effet, le constitutionnalisme est né avec la dichotomie relative à l'exercice du pouvoir d'un côté et les droits et libertés de l'autre. Lié au libéralisme politique, le constitutionnalisme a fait de la question des droits et libertés son empreinte génétique. L'idée d'une constitution limitant le pouvoir absolu a fait son chemin d'abord en Occident, puis dans d'autres territoires. La Tunisie des Housseinites n'était pas une. Rongé d'abord par les guerres du pouvoir, le sort du pays a toujours été lié à celui qui le gouvernait. Partie de l'Empire ottoman, la Tunisie appliquait les règles charaïques comme un peu partout dans le monde musulman. Les châtiments corporels, y compris la peine capitale, étaient courants. Dans son ouvrage Notice sur la régence de Tunis, Henri Dunant, que les internationalistes connaissent pour d'autres productions scientifiques, Henri Dunant avait longuement décrit le rituel de l'application de la peine de mort en Tunisie. Les méthodes d'exécution dépendaient de la nationalité, du genre, de la fonction de la personne, de son rang social, ainsi de suite. C'est ainsi que jusqu'à 1818, les Juifs étaient brûlés, les Marocains pendus, les militaires fusillés, les morts décapités. Quant aux femmes, elles étaient mises dans des sacs pleins de pierres pour être ensuite jetées dans le lac. Mais comme ce dernier n'était pas très profond, les exécuteurs étaient obligés d'enfoncer le sac avec une perche jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est dire que ni l'homme ni ses droits n'étaient à l'ordre du jour. Pourquoi alors revenir aux origines des droits et libertés en Tunisie? Revenir à cela nous semble être intéressant à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un facteur expliquant le présent de ces droits. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de similitudes. C'est ensuite une occasion pour voir l'articulation entre la manière d'exercer le pouvoir et les droits. Sitlim vient de l'expliquer parfaitement. Et c'est enfin une occasion pour examiner la question des critiques adressées au réformisme tunisien et des droits qu'il a engendrés. Les premières tentatives de réforme et de renforcement de l'État ont commencé avec Hamoud Abecha. C'est son règne qui ouvrira la période des beys réformistes, selon l'expression de Karl Braun. Un réformisme qui a d'abord pris la forme d'une politique d'autonomisation par rapport à la Sublime Porte et par rapport à Alger, avant de se transformer en un choix de politique interne. Suivant Istanbul et le Caire, Tunis a connu un siècle marqué par un esprit réformateur que nous devons à plusieurs penseurs, dont les plus connus sont Abedou, Mohamed Bayrem, Selim Bouhaj, Mohamed Snoussi, et les plus connus parmi eux sont évidemment Ibn Abi Dhief, avec ses chroniques des rois de Tunis et du pacte fondamental, donc que nous connaissons sous le nom Al-Ithaf, et Khaireddin, connu à travers deux ouvrages fondamentaux, Essai sur les réformes nécessaires des États musulmans, Fatwa al-Masalk, et ses mémoires qui ont été traduits par Harbi Snoussi et publiés seulement en 2008. Nous avons focalisé notre recherche donc sur ce siècle, symbole du réformisme et des prémices de la modernité. Notre recherche sur les origines des droits humains est une recherche qui se propose de répondre à la question des origines des droits humains, non pas telle que conçue aujourd'hui, c'est-à-dire basée sur la valeur inhérente de l'être humain et sur la citoyenneté, mais les prémices de ces droits, c'est-à-dire les premières tentatives visant à limiter les pouvoirs du prince au profit même du sujet. Quelles sont donc ces prémices dans l'histoire constitutionnelle de la Tunisie? Il nous semble que c'est la deuxième moitié du XIXe siècle qui a vu naître non pas les droits humains pensés par les philosophes du contrat social, mais comme une forme d'humanisme nécessaire pour nous mettre sur le banc des nations. L'étude des textes juridiques, des commentaires de l'époque
et d'aujourd'hui aussi nous permet d'affirmer que la question des droits a été posée dans ce contexte, non pas comme un but en soi, mais comme une manifestation de la rupture avec l'arbitraire et le pouvoir absolu. C'est pour cette raison que le sort de ces droits a été lié à celui des réformes politiques, économiques, administratives ou autres. Le rejet, le rejet du pouvoir avait donc impliqué le rejet des droits qu'il a octroyés. Donc, une première partie, les droits octroyés ou des droits octroyés. L'émergence de ces droits a été marquée par plusieurs facteurs, dont notamment la volonté variable, il faut dire, des pays d'octroyer des droits nécessaires pour rejoindre les plus avancés parmi les États. Donc, d'abord, des droits dépendant du bon vouloir du bey ou des beys. Les prémices de ce qu'on pourrait appeler un humanisme tunisien ont commencé avec le règne d'Ahmed Bey, un tournant dans l'histoire de la Tunisie. Décrit par Henri Dunant comme un homme excellent, au cœur généreux, plein d'esprit et de talent, ami du progrès, de l'instruction et de la civilisation, Ahmed Bey a été l'initiateur de réformes fondamentales en matière de droit. L'abolition de l'esclavage d'abord. Ahmed Bey a probablement vu, tout comme Victor Cousin, que l'esclavage est la plus grande de toutes les injustices, parce qu'elle les comprend toutes. Fin de citation. Ce prince, qui a eu, selon encore une fois Dunant, qui a eu la gloire d'abolir l'esclavage des hommes de couleur, car tout autre esclavage ayant déjà disparu antérieurement. En effet, en 1841, la vente d'esclaves a été interdite à Souk el-Barka. En 1842, l'interdiction de vendre des esclaves à l'étranger, pour finir avec l'abolition que nous connaissons de 1846. Sur l'esclavage tunisien, permettez-moi de m'arrêter encore un peu sur Henri Dunant, parce que je trouve ce qu'il a écrit totalement intéressant. Alors, il a consacré plusieurs développements pour la comparaison entre la Tunisie et les autres pays occidentaux, notamment les États-Unis, sur la question de l'esclavage. Il écrivait alors qu'il y avait à Tunis, je cite, une place où l'on vendait les esclaves. Ce triste marché se faisait pourtant à cette époque reculée avec bien plus d'humanité que dans certains pays qui se targuent d'être à la tête de la civilisation et de la liberté. Fin de citation. Plus encore, l'auteur a pris le soin de comparer les conditions des esclaves en Tunisie et celles des États-Unis. Il a conclu à l'immense supériorité des conditions relatives à l'ancien esclavage tunisien sur celui qui existe actuellement aux États-Unis, je le cite. Dans cette noble république, disait Dunant, des journaux qui prennent des titres de républicains, de démocrates, qui sont remplis de déclamations contre les tyrans et qui font sonner bien haut les mots de fraternité et d'égalité en inscrivant sur leur bannière celui de liberty, sont régulièrement couverts d'annonces de vente d'esclaves noirs. Fin de citation. Ahmed Bey était aussi celui qui a commencé à limiter la discrimination entre musulmans, juifs et chrétiens, mais aussi celui qui n'aimait pas condamner la peine capitale, et il ne le faisait qu'avec une grande répugnance. Permettez-moi de citer Ibn Abi Dhiyaf en arabe, je trouve ça très pertinent. ومع ذلك كان متثبتا في الدماء يتحرج من قتل النفوس ولو قصاصا إلا فيما يرجع للعصيان وتربية العسكر، حتى أن مستوجب القصاص يؤتى به آخر ديوان الحكم وتقرأ الحجة بمحضره جهرا ويأمر بنفوذ القصاص ويقوم فورا ويبقى يومه مغموما مكروبا. Dans son ouvrage إتحاف أهل الزمان, Ibn Abi Dhiyaf raconte aussi que suite à une maladie qu'il a alitée, Ahmed Bey avait repris ses activités en disant lors de la rencontre avec ses sujets « Je remercie Dieu qui m'a redonné la vie pour vous servir ». L'auteur du Ithaf n'a pas manqué de noter que ce comportement n'était pas dans les habitudes des beys vis-à-vis de leur sujet. Je le cite encore en arabe. ولما دخل قصره أعدت عليه مقالته وذكرت له أن الناس استعظموها وشم مني رائحة الإنكار فقال لي هل أنا إلا وكيل عنهم
لمصلحتهم والوكيل في الحقيقة خديم الموكل وما يمنعني أن أقولها ويراها الناس فضلا. Son successeur, Mohammed Bey, par contre, aimait à juger lui-même les affaires pénales. Ibn Abi Dhiyaf considérait même que sa justice était rapide et non réfléchie. Aussi, contrairement à Ahmed Bey, qui a un penchant naturel pour la justice et la liberté, Mohammed Bey n'était pas soucieux des droits de ceux qu'il jugeait. Il a dépossédé plusieurs serviteurs d'Ahmed Bey de leurs biens, acquitté des criminels ou condamné des innocents sans preuve. Contrairement à Ahmed Bey qui prononçait difficilement la peine capitale, Mohammed Bey le faisait sans preuve, sans écoute, sans vérification. Il le faisait juste selon son bon vouloir ou celui de ses proches. Conservateur et capricieux, Mohammed Bey voulait même revenir sur la question de l'abolition de l'esclavage décidée par son cousin. Et lorsqu'on lui a expliqué que cette abolition était bien accueillie, applaudie ainsi de suite, il a tout simplement maintenu l'interdiction pour le peuple, pour le reste du monde, et sauf pour lui-même. Il disait يبقى المنع عليكم وأنا أملك. Comment se fait-il alors que le pacte fondamental, cité souvent comme le texte le plus important pour les droits, soit adopté par le moins sensible à ces derniers? Les écrits de l'époque évoquent l'affaire Samuel Sfez qui était le déclic pour l'adoption du pacte fondamental. Je résume rapidement, il était question d'un Tunisien de confession juive qui a été rapidement jugé, exécuté le jour même, et parce qu'il a injuré l'islam et le bey. Tout de suite, des réactions des consuls étrangers, des réactions même des proches du bey, et à cette occasion, Léon Roche, qui était consul de France en Tunisie, avait exprimé son étonnement dans ces termes. Je le cite. Alors, je connais la loi musulmane. Le blasphème est défendu sous peine de mort, et à chaque instant, mon oreille est blessée par des blasphèmes des musulmans. L'homme et la femme adultères doivent être lapidés ou noyés, et l'adultère est l'état permanent du tiers de vos sujets. L'ivresse est défendue. Il est impossible de faire un pas dans la ville sans rencontrer un musulman ivre. Fin de citation. Déjà, en 1856, les consuls d'Angleterre et de France avaient conseillé au bey de suivre les réformes libérales suivies par Constantinople en reconnaissant certains droits et libertés. L'affaire Sfez a finalement poussé le bey à repenser la situation de ses sujets, surtout après la lettre menaçante de l'amiral commandant d'une flotte française débarquant à la Goulette et disant, je cite, « Je suis envoyé par mon souverain avec cette force pour vous aider contre toute personne qui vous empêche d'accorder la liberté à vos sujets et de leur assurer la paix et la sécurité de leur personne et de leurs biens. » Vous l'avez remarqué, ce sont les termes que nous allons retrouver dans le pacte fondamental. Deuxième point, donc le pacte fondamental, première affirmation des droits et libertés. Le pacte a été certes rédigé en une nuit, on le sait, on l'a dit plusieurs fois. Mais son contenu, il me semble que son contenu est loin d'être une pure soumission aux pressions étrangères. Les idées de la liberté et de l'égalité ont commencé à s'introduire en Tunisie grâce au regard que portaient les réformateurs sur les expériences étrangères, y compris celles de la Sublime Porte avec les Tanzimat qui ont commencé depuis 1839. L'article 1er du pacte, finalement qualifié par Ibn Abi Dhiyaf comme la règle des règles, prévoit ce qui suit. Une complète sécurité est garantie formellement à tous nos sujets, à tous les habitants de nos États, quelle que soit leur religion, leur nationalité, leur race. Cette sécurité s'étendra à leurs personnes respectées, à leurs biens sacrés et à leur réputation honorée. Lorsque cet article a été lu pour la première fois devant le bey, certains de ses proches lui ont demandé, que reste-t-il alors au bey? C'est alors que Khayr-ed-Din avait répliqué, il reste ce qui est resté au sultan Abdelmajid, ce qui reste au roi de France et d'Angleterre et d'autres rois par la force de la loi. Nous saisissons ainsi que la question ou la consécration des droits était aussi un vœu
d'une partie des réformateurs de l'époque. Khaireddin l'a écrit une dizaine d'années après. Les musulmans doivent cesser d'être dans une posture de rejet de tout ce qui vient de l'étranger. Le lecteur du pacte verra rapidement que de-delà de la question de la sécurité, la plupart des autres dispositions sont très avancées par rapport à une société habituée au pouvoir absolu et donc forcément arbitraire. Le préambule le préambule du pacte constitue un long moment de légitimation. En effet, le pacte y est présenté comme la consécration d'une prescription divine, mais aussi comme une exigence de la loi de la nature et comme une continuation des réformes ottomanes. Le pacte reste ainsi le premier texte juridique tunisien ayant pour objet la Déclaration des droits. Il était question de la liberté religieuse pour les sujets non musulmans, de l'égalité en matière d'impôts, de l'égalité des musulmans et des autres devant la loi, car ce droit appartient, je cite le pacte, naturellement à l'homme. لأن استحقاق ذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف. Le pacte a également libéré le commerce et les commerçants en créant des tribunaux mixtes de commerce. Plusieurs de ces articles expriment un intérêt évident pour des étrangers de plus en plus présents en Tunisie. Il en va ainsi pour la libération totale du commerce, l'ouverture de la propriété, des métiers et de toute forme d'industrie aux étrangers. Toutefois, parce que octroyer les droits prévus par le pacte fondamental n'ont pas pu faire l'objet d'une adhésion en dehors du cercle des grands réformateurs. Le Bey ne semblait pas bien saisir ce dont il a rapidement accepté malgré les avertissements d'Ibn Abi Dhiyef. L'histoire a montré ensuite que le bref moment qui lui restait de vivre, il a continué à agir comme si le pacte n'existait pas. L'explication des dispositions du pacte fondamental a été ensuite faite par une commission et ils ont ramené le pacte à 4 principes fondamentaux qui sont très importants en matière de droits humains. La sécurité religieuse, la sécurité de la personne, la sécurité des biens et la sécurité de l'honneur. Même si le pacte avait mis la Tunisie sur la voie des libertés, Mohamed Bey n'avait ni la conviction ni la conscience qu'un souverain gagnerait en limitant son propre pouvoir et en reconnaissant droits et libertés à ses sujets. Octroyé par une volonté unilatérale et incertaine du Bey, et peu connu par la population, le pacte ainsi que les réformes qui l'avaient suivi ont été rejetés. Deuxième partie, les droits rejetés. Les premiers textes reconnaissant les droits et libertés ont été vite enterrés. Nous estimons que cet échec ne revient tellement pas à l'emprunt des droits du modèle occidental, mais précisément à cause des demi-mesures politiques et à cause de la dérive financière à laquelle ils étaient associés. Sislim vient d'expliquer à peu près la même situation actuellement. Ça symbolise quoi, en fait? D'abord, des droits emportés par l'échec des réformes politiques. Alors, l'essentiel des réformes liées aux droits et libertés ont été conditionnés par des réformes constitutionnelles. L'expérience de la Constitution de 1861 en dit long. En effet, lors de son discours d'intronisation, Mohamed Sadr Bey, qui a succédé à Mohamed Bey, a promis le respect du pacte fondamental que nous trouvons d'ailleurs dans la Constitution de 1861, dans le chapitre 12. La Constitution est marquée par l'empreinte des réformateurs qui ont largement critiqué l'absolutisme du pouvoir. Ibn Abi Dhiyef a largement décrit la nature des pouvoirs dans son introduction. Je le cite à travers cette interrogation que je trouve pertinente. وكيف يستقيم حال لأمة يعلمون أن نفوسهم وأموالهم بيد واحد يتصرف فيها كما يريد لا كما يراد منه لا يسأل عن ذلك إلا في الآخرة. Nous vivons ça jusqu'à aujourd'hui, donc 1862 quand même. لا يسأل عن ذلك إلا في الآخرة. On en est là. Les réformes politiques proposées partent de l'expérience européenne
tout en prenant en considération le contexte de chaque pays. Pour Khaireddin, par exemple, plus la population est civilisée, plus le souverain est en mesure d'accorder des libertés. Épris par l'expérience européenne, où les habitants jouissent d'une liberté civile qui leur permet d'être égaux devant la loi, Khaireddin avait mis l'accent sur la nécessité non seulement de limiter le pouvoir, mais aussi de réformer l'administration, l'éducation, ainsi de suite. Si les deux dernières tâches lui ont été faciles, la question de la limitation du pouvoir lui a valu une démission forcée du Grand Conseil. La Constitution de 1861 a tenté de trouver un juste milieu entre les exigences des normes libérales et le conservatisme social. Elle a institué un grand conseil avec d'importantes prérogatives. Elle a partagé le pouvoir entre le bey et ses ministres et le grand conseil. Donc, au final, elle a institué un pouvoir exécutif partagé où le chef de l'État est responsable de tous ses actes devant le Conseil suprême s'il contrevient aux lois et où les ministres sont responsables devant le bey et devant le Conseil. Un pouvoir législatif exercé par le Conseil suprême qui est entre autres gardien du pacte et des droits et libertés et un pouvoir judiciaire revenant aux tribunaux civils. L'architecture de cette constitution aurait pu donc permettre un exercice rationnel d'un pouvoir et un début d'une monarchie constitutionnelle respectant droits et libertés. Toutefois, la résistance du bey à respecter son propre texte, les conflits entre Khaznadar et Khaireddin, la faiblesse du Conseil, où, je cite Gagnage, la majorité de l'Assemblée ne disait mot et constituait une masse de muets mais fidèles approbateurs. Tout cela a fait de la Constitution de 1861 une brève parenthèse dans l'histoire de la Tunisie. Au lieu de préparer une monarchie constitutionnelle, les institutions de la Constitution de 1861 n'ont fait qu'affaiblir le bey, mais pour renforcer le Grand Conseil, devenu lieu de rencontre des notables, des proches, des amis, des gens dociles, séniles et peu instruits des affaires de l'État, selon la formule méprisante de Jean Gagnage. La Constitution, une illusion, un mirage, un greffe rejeté par un corps malade, telle est la question. Khaireddin, vous connaissez, il est impossible de transplanter les institutions d'un pays dans un autre où le tempérament des hommes, leurs mœurs et leur éducation, ainsi que les conditions climatiques étaient différentes. En définitive, donc, le régime installé, mal expliqué, mal adapté, mal appliqué selon Manjis Mida, n'a résisté que quelques années avant d'être associé à la paupérisation du peuple par une politique financière désastreuse. Dernier point, des droits emportés par la dérive financière du pays. Plus de capitation, plus de mamelouks, plus de constitution. Tel a été le slogan des rebelles guidés par Ali Ben Ghadhem en 1864. Ce slogan résume à notre sens la perception des réformes constitutionnelles, y compris celles relatives au droit, à l'octroi des droits, d'abord par le pacte et puis par la Constitution. Qu'est-ce qu'on a gagné des droits et libertés? Une question légitime qui a gardé sa pertinence jusqu'à aujourd'hui. La Constitution a été vue non pas comme un moyen de limitation de pouvoir, mais comme un moyen de transfert de celui-ci aux Mamelouks et aux étrangers. La Constitution est aussi une constitution mal aimée. Dans le milieu rural, la réforme de la justice a été mal accueillie, car non seulement jugée plus longue, plus complexe et plus coûteuse, mais parce qu'elle a diminué le pouvoir des caïds et des cadis. La modernisation de l'administration, de l'éducation ou encore de l'armée a été coûteuse pour une population qui ne voit aucune proportionnalité entre ce qu'elle gagne en liberté et ce qu'elle perd en dignité. L'augmentation excessive et continue de l'impôt voulait simplement dire que les pauvres Tunisiens payaient pour un pouvoir qui leur était étranger et pour des institutions dont ils ne voient pas l'utilité. Sadr Bey, que Gagnage décrit comme privé d'instruction, faible de caractère, avait peu d'intérêt pour les affaires publiques.
Son entourage profitait de cette faiblesse pour s'enrichir davantage en poussant la Tunisie vers la débâcle. En effet, la question financière a été posée depuis les premières tentatives de réforme. La volonté de se démarquer de la sublime porte a été accompagnée par une fascination des beys de Tunis par les rois de France. Le fameux voyage d'Ahmed Bey chez Louis-Philippe en France et puis Sadr Bey pour Napoléon III en témoignent. D'ailleurs, dans sa conquête de la Tunisie, Paul-Henri des Tournelles de Constant disait que ces beys de Tunis, isolés, faibles, sans instruction, ils n'admiraient en fait dans notre civilisation que le luxe, les abus, et c'est surtout ce luxe qu'ils entendirent parer leur règne, ainsi de suite. C'est à peu près la même critique qui revient dans beaucoup d'écrits de l'époque. La fascination par l'Occident avait surtout pris la forme de dépenses démesurées pour un pays si pauvre. Les réformes ont donc été associées à la domination française et anglaise avec l'emprise des financiers étrangers sur la Tunisie. Le pillage du trésor public par Ben Ayed, la complaisance de Khaznadar, l'influence de Ben Smaïl ont faussé un processus qui aurait pu être accepté par la population. L'endettement du pays a ouvert la porte à la domination européenne et notamment française. Les droits reconnus par le pacte fondamental et repris par la Constitution de 61 symbolisaient tout simplement cette domination. La révolte de Benrder avait gagné tout le territoire. Le consul de France a demandé au Bey la suspension de la Constitution et une longue répression a visé les régions désobéissantes. Cette parenthèse de l'histoire de la Tunisie aurait pu mettre le pays sur la voie des libertés. L'échec des institutions de l'époque, l'installation de la Commission financière internationale, ainsi que l'établissement du protectorat ont mis fin à cet élan réformateur. Échec, car, comme disait le professeur Slim Lermeni, je le cite, les droits ne sont pas vécus comme des pouvoirs juridiques dérivés de la nature de l'homme, mais comme des privilèges précaires et révocables attribués par le souverain émettre. Fin de citation. Nous estimons que même inversé, ce processus peut mener à un enracinement des droits et libertés dans notre conscience collective si nous passons réellement du statut du sujet à celui du citoyen. L'expérience tunisienne en matière de droits et libertés a certes échoué à son époque, mais nous estimons qu'elle a quand même mis la Tunisie sur la voie de la modernisation, voie ultérieurement empruntée par le mouvement national et par les bâtisseurs de l'État indépendant. Le réformisme tunisien, vu comme creux, imaginaire et mimétique par les Occidentaux, comme aliénant et déracinant par les conservateurs locaux, ce réformisme reste à notre sens tout de même le premier pas vers les droits humains. Je vous remercie.